Hey, bienvenue tout le monde dans le trio économique. On est exceptionnellement en mode surf and turf aujourd'hui parce God que damn right. Yann fait semblant de travailler. Là. Mhm. C'est Comme moi, ça, apparemment, je fais toujours semblant de travailler aussi. Fait que exact, lui, il exact. fait semblant de travailler, là, tu sais, je veux dire. C'est ça. Là. Fait que là, il nous a dit je peux pas être là, je suis trop en retard dans mon ouvrage. Lui, il est clairement rendu sur un terrain de baseball quelque part. Là. Ah ouais, Fait c'est que, un gros job sale, travailler, faire du oh, ouais, baseball. oh, ouais, c'est ça. Check Fait la que, chochotte. Ah, je te dis que c'est pas facile. Puis c'est en plus, là, pas fait fort, hein? en plus, là, il manque un bon podcast parce qu'aujourd'hui, on va faire l'analyse littéraire du poème de Émilise Lessard-Terrien. Non, c'est pas ça. Si, j'étais sûr que t'allais faire un Yann, t'allais complètement virer en dehors du sujet qu'on avait décidé. J'étais là, il Euh, va-tu me faire un Yann? non, c'est juste que quand j'ai lu son genre de texte de démission, j'avais l'impression de lire un cossin en littérature 1 au cégep. On dit fais l'analyse littéraire de ça pour ta dissertation finale. Ouais, j'avais les mains dans la terre et j'ai senti l'énergie vitale de Gaïa traverser ma colonne. Fait Écoute, que, comme un gel tardif sur ouais, des c'est fleurs ça. fraîchement écloses. Je m'en calisse. Exact. Mais donc, cette semaine, c'est cette semaine ou c'était quand la journée internationale du travailleur? Là? J'ai manqué la date de C'est ça. aujourd'hui. C'est aujourd'hui, donc là. C'est le 1er mai. Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est quand vous allez télécharger, c'était il y a 2 jours. Quand vous allez l'écouter sur YouTube, ça va être dans 2 semaines. Peut-être plus que ça, 2, 3 semaines en tout cas. Là. C'est ça. C'est le 1er mai. C'est ça, c'était le 1er mai. Donc là, il y a eu des gens qui ont fait ben, dans le fond, il y a des gens qui célèbrent ça, la Journée internationale des travailleurs. Et c'est quoi pas les doléances, mais c'est quoi ce qui est souligné habituellement pour cette journée-là et ceux auxquels tu aimerais répondre par. Bon, on a quelques papiers et des liens aussi sur les heures de travail. Des heures de travail des travailleurs. Finalement, ça se dit mal, cette expression-là, mais Ouais, c'est pas pareil. c'est plus facile à dire en anglais qu'en français. C'est parce que ce truc-là, c'est littéralement un truc de la gauche la plus radicale qui partait de la prémisse au tournant du 20e siècle que tous travailleurs sont exploités. Il n'y a pas de. Toutes les relations de travail sont des relations d'exploitant à exploiter. Et tu n'as jamais d'oppresseur à opprimer. Ben, c'est le concept de base du marxisme étant ça, là. La Ben, fameuse effectivement. dialectique du maître et de l'esclave, Oh, dans c'est tout lequel le le temps ça. bourgeois propriétaire des moyens de production extorque la plus-value du prolétaire. Tu vois, j'ai bien appris ma liste Hey, sur G-Marxiste. Là. c'était bien Ouais. préparé. Oh, Mais oui, j'ai. c'était drôle parce que quand ils faisaient cette fête-là, ça faisait à peu près 60-80 ans que la révolution industrielle avait commencé. Puis, tu sais, le premier, j'oublie le manifeste du Parti communiste, c'est 1849, 1850. 48, je pense, ouais. Oui, c'est pendant les révolutions Ouais, d'Europe à cette époque-là. En fait, j'avais oublié ce détail-là. Mais pas tu mal sais, ça. C'est ça fait un bout que c'est là. Mais dans ce siècle-là, ce qu'on voyait, c'était que le salaire réel des travailleurs ouais, augmentait. Tu regardes la 18-48. ah, fait que je l'avais pas, j'étais pas pire. J'étais pas pire. C'est l'autre torchon qui a plusieurs pages de torchons ensemble parce que contrairement à beaucoup de marxistes, j'ai lu une bonne partie de Das Kapital. Mhm. Ah Puis ben, écoute, moi, toi aussi. malheureusement, je regrette parce que je retiens toujours que il n'y a aucune logique à ça. Ben, le plus drôle étant la définition de la valeur. Là. La valeur étant le temps de travail nécessaire à la production d'un bien. Là. Ben, si vous produisez un bien que personne ne veut, on s'en fout de la quantité de temps de travail. Ouais, mais il y a Ça revient à dire il y a que tellement d'autres affaires là, qui sont problématiques. Ils sont même pas capables ouais, de mais définir. c'est quand même assez central. Là. Ben, écoute, on pourrait faire un épisode complet sur les failles, sur leurs propres termes à eux, qu'il n'y a juste pas de logique. Puis il y avait eu un gros débat, là, pour ceux que ça les intéresse, ça s'appelait le problème de la transformation. Puis en gros, c'était. Puis les marxistes n'ont jamais voulu en parler parce que c'était un des leurs qui avait prouvé le problème, que le système ne pouvait jamais être défini, que tu ne pouvais pas prouver la logique interne du système. Il y avait une contradiction logique dans la propre logique marxiste. La seule manière de le briser, c'était l'idée que la valeur n'est pas déterminée par le travail. Puis ça, on le sait depuis 1903.
En tout cas. Mais ce qu'on savait aussi, c'était qu'empiriquement, ça ne marchait pas parce que le salaire des travailleurs augmentait, la qualité, la demande physique sur les travailleurs diminuait et dès le début de la moitié du 19e siècle, on voyait une baisse des heures de travail que les gens faisaient. Donc, ils travaillaient beaucoup moins que par le passé. Et en fait, ils pouvaient rentrer même parfois un peu plus tard sur le marché du travail, l'éducation augmentait. Donc, tu sais, déjà, tu voyais que ça ne tenait pas. Mais eux, ils commencent leur party pendant que c'est clair que ça ne marche pas. Mais depuis, puis c'est ça qui est un peu gossant, c'est que la fête du travail, comme chaque année, ramène l'idée de cette relation d'exploitant à exploiter. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de relation d'exploitant à exploiter. Ça existe des situations où il y a un monopsone, où tu mets des barrières aux travailleurs d'accéder à certains métiers de telle sorte qu'ils n'ont pas des options. Mais dans un marché compétitif, il n'y en a pas de problème. Puis la grande majorité du temps, les marchés fonctionnent exactement comme on devrait s'attendre. Puis ce que tu vois, c'est que ça continue de baisser, mais à chaque fois que tu vois que ça continue de baisser, ils vont réinventer une nouvelle narrative. Donc, tu sais, tu avais, au début, c'était la surexploitation du travailleur. Après ça, c'était le fait qu'on n'avait pas assez de retraite plus tard dans nos vies. Puis maintenant, ben, on a une chercheure je vais mettre des citations autour de chercheurs de l'IRIS qui nous écrit un beau livre disant que nos vies, le temps de travail est trop intense, qu'on est abusé par... Ben là, en ce moment, le terme qui est vraiment à la mode, c'est les surprofits. Là. Notion jamais Ouais. définie, by the way. Là. Non, il faut jamais définir le seuil, parce que comme ça, tu peux te définir que dès que c'est en haut de zéro, c'est too much. C'est ça. Mais déjà, à base, c'est surprofit. Bon, même avoir... Déjà, juste qu'il y ait un profit comme tel, c'est déjà pas super bon. Là. Si je me fie... tu sais, je m'écarte 2 secondes pour faire un commentaire, là, mais hier, les gens qui voient ça en différé hier, à notre échelle de temps, nous autres, ils ont annoncé là, la madame qui va s'occuper de Santé Québec, là, qui est une dame qui a travaillé dans un réseau de laboratoires, finalement, là, qui font pas juste ça, mais essentiellement, ils font ça. Et c'était très drôle de voir la série de commentateurs venir dire « Ouais, mais elle, au privé, là, où on charge quand même cher pour... » Dans le fond, elle aurait dû faire ça gratuitement, tu sais. Tu sais, les laboratoires qui font des analyses Ben oui, et ben oui. qu'ils rendent des services aux gens, tu sais, dans le fond, pourquoi c'est pas gratuit? Ben, c'est pas gratuit, Chris, parce qu'il y a parce qu'il y a de l'équipement, puis parce qu'il y a des gens à payer, puis parce qu'il y a un service à donner. Tu sais, c'est pas parce que c'est le gouvernement qui paye en assumant les salaires, puis en fondant les hôpitaux, que c'est gratuit. Là. C'est pas gratuit. C'est juste pas toi qui paye. Comme disait mon directement. Comme disait mon prof Marcel Boyer, à force de tout avoir gratuit, on va finir par être pauvre. Ça résumait tout. Ben, c'est exactement ça. Là. Mais écoute, la plus récente version, pour revenir à nos amis, c'est la chercheure de l'IRIS, Julia Posca, que j'ai acheté son livre pour faire le mien. Puis je me suis dit, je vais prendre un mini-chapitre sur ce mythe-là. Puis je me suis dit, je vais prendre la meilleure version de l'argument moderne, parce que je réponds souvent à l'idée que le travailleur est surtravaillé, il est abusé, puis j'ai répondu souvent là-dessus, puis j'ai même des articles scientifiques sur la coercition du travail. En fait, mon de mes plus gros articles, dans un des top journaux de la profession, c'est sur les systèmes coercitifs de travail. Donc, le système seigneurial, c'en est un au Québec. Je veux dire, ça existe, la coercition des travailleurs, puis l'abus des travailleurs. Mais des marchés du travail libres, je les ai étudiés aussi par défaut. Puis je me suis dit, je vais prendre, au lieu de répondre aux trucs historiques que je fais tout le temps, je vais prendre la version la plus moderne, celle qui est la plus à jour du zombie qui ressuscite tout le temps avec chaque fois que le 1er mai arrive. Puis la version d'elle, je fais le résumé le plus simple possible, c'est qu'il y a des exigences professionnelles qui augmentent constamment. Puis ces exigences-là engendrent du stress, de la fatigue chez les travailleurs. À cause de ça, c'est impossible d'avoir un équilibre entre une vie professionnelle et une vie personnelle. Tu ne peux plus gérer ta famille de la bonne manière. Et ça, c'est imposé par les pressions économiques de la concurrence. Bien sûr, la réponse,
comme dans toutes les autres fois avant, c'est qu'il faut repenser, ça c'est le mot le plus souvent utilisé, il faut repenser les structures du travail et les attentes sociétales pour répondre aux besoins humains. Il faut avoir une économie à dimension humaine. Whatever the fuck that means. Bien sûr, par repenser, là, ce qu'on veut dire, c'est que tout ce qui existe présentement, il faut qu'on le mette au vidange. Mais moi, je suis dur de comprendre dans la vie. J'aurais besoin d'exemples concrets. C'est quoi les trucs qui font peser sur le travailleur là, qui n'existaient pas avant, qui sont maintenant comme insupportables? C'est quoi? C'est le fait que... Conciliation famille-travail, c'en est un, mais ils vont aussi mentionner les taux de dépression, les taux d'insatisfaction. Donc, tu vas demander aux gens... il n'y a jamais eu autant de conciliation travail-famille qu'il y en avait avant, je veux dire. Là. Je sais, mais écoute, ça n'a pas besoin. J'ai dit que j'ai pris ça la meilleure. Vrai, j'ai dit que j'ai pris la meilleure version possible. J'ai pas dit que c'était bon. OK, t'es comme la semaine passée, tu es encore en concept de tu prends son premier trio. Puis moi, je prends mon quatrième. Toi, tu prends ton quatrième. Même. Ça a quand même encore l'air de Michael Jordan qui joue contre des enfants de 4 ans. Ouais, ça ressemble toujours à ça. Je veux dire, à un moment donné, c'est le fun de voir des blood matchs, mais je me sens un peu mal. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'ils ne sont pas capables d'avancer mieux. Puis souvent, tu sais, avant qu'on rentre dans le point fondamental de ça, un des chiffres qu'ils citent dans le livre, c'est l'idée que la dépression augmente chez les gens. Puis je suis comme, effectivement, la dépression augmente, mais c'est parce que dans le passé, les gens ne le rapportaient pas. En fait, quand tu regardes même, puis là, je vais aller dans leur propre littérature à eux, aux gens de gauche, chez Michel Foucault, il en parle dans toute son histoire de la maladie mentale. Tu avais une longue histoire de comment ça existait. Un livre complet sur la folie et l'enfermement. Ben, c'est ça. Fait que, ça a toujours été là. Ça a toujours été une chose. C'est juste que les données qu'on a aujourd'hui sur le self-reported, c'est les gens qui ne sentent plus la stigmatisation de rapporter le traitement. C'est aussi, by the way, aussi présent chez des psychiatres qui sont plus proches des idées libérales. Par exemple, Thomas Saz, qui dit justement que une grosse partie, bon, je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus parce que je viens d'une famille de psychologues, ce qui explique beaucoup de mes problèmes, que les maladies mentales sont un problème de contrôle personnel, pas tout le temps, mais souvent, et que l'arrêt de la stigmatisation des problèmes fait en sorte que les gens cherchent le traitement, cherchent à le gérer, à devenir en contrôle d'eux-mêmes. Donc, c'est un exercice de contrôle plus qu'autre chose, mais c'est sûr que si tu dis que tu n'as aucun contrôle là-dessus, que c'est un problème qui t'est imposé par le bon Dieu ou par quelque chose comme ça, ben, tu te caches si tu l'as et que tu n'es pas capable de comprendre. Ouais. Si la société devient plus proche de cette perception-là, ben, tu le rapportes, puis là, tu cherches le traitement, mais tu ne sens plus la stigmate de ça. Oui. C'est sûr, dans ce cas-là, que ça augmente. Les gens se sentent pas mal de l'avoir, le problème. Je pense aussi qu'il y a une tendance à... Comment je dirais ça? Je ne sais pas comment très bien expliquer l'idée que j'avance là. C'est une impression personnelle qui est basée sur pas grand-chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance aussi qui est là depuis quelque temps, qui consiste à excuser des comportements immoraux ou, disons, sur la ligne de la moralité avec des problèmes de santé mentale plus ou moins réels. L'exemple auquel je pense, c'est que, par exemple, dans les milieux artistiques, notamment le milieu musical, le milieu du rock and roll, tout ça, il y a toujours eu un rapport assez malsain avec la sexualité. Il y a toujours eu de l'adultère. Il y a toujours eu... bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Là, je ne rentrerai pas dans les trucs les plus crunchy de la chose. Là, mais depuis quelques années, on voit des gens de différents groupes de musique, par exemple, se livrer à des trucs en disant qu'ils souffrent de sex addiction, ce genre de trucs-là. Excusez-moi, là, mais tous les artistes des années 60, 50, de Elvis Presley jusqu'au Rolling Stone, avaient tous des problèmes de sex addiction. Donc, rendu là, on va dire qu'ils y avait tous des problèmes de santé mentale. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Là. Oui, puis d'ailleurs, c'est grâce à ces problèmes-là qu'on a le fils de Keith Richards. Le fils de Keith Richards. Comme premier ministre du Canada. Parce que je veux toujours qu'on rappelle que Keith Richards est le père de Justin Trudeau, selon ma théorie personnelle. Quand même. Ben, en tout cas, au moins, on sait qu'il y a un pourcentage de chances que ce soit vrai. C'est ça, contrairement à... C'est non. Écoute, c'est pas zéro.
J'aimerais c'est pas tellement que zéro. ça soit vrai. Parce que, en fait, les libéraux devraient vouloir que ça soit vrai parce qu'au moins, ils gagneraient un vote. Parce que moi, je voterais pour Justin Trudeau juste parce que je serais à 1 degré de toucher Keith Richards. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est quand Mais, même important. Mais mais c'est écoute, ça, tu sais, je pense qu'il y a la stigmatisation, oui, probablement, fait en sorte que si tu as moins de stigmatisation, tu as plus tendance à dire ouvertement que tu as un problème X ou Y ou Z. Là. Mais tu sais, je pense probablement multifacteur, mais moi non plus, je ne crois pas à ça, là, qu'il y a plus de. Tu sais, tu fais juste lire tu sais, quasiment l'intégralité de la littérature du 18e, 17e siècle, puis il y a des longues histoires sur la mélancolie, puis l'hystérie, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui se livraient même à l'époque sur leurs problèmes. C'est juste qu'à l'époque, le regard n'était pas sur les gens du quotidien, mais que sur les gens de la haute société qui, eux, pouvaient écrire, pouvaient faire publier. Tu sais, en l'an 1600, vous comprenez qu'un fermier, ça écrit pas ses mémoires. ouais, puis il n'y a pas juste ça aussi, il y a aussi un autre aspect physionomique, puis après ça, on peut revenir, parce que ça, c'est leur argument. C'est juste une nouvelle version du travailleur est abusé. Mais tu sais, il y a des beaux livres en histoire de la psychologie, notamment. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle The Orphans of Dave Davenport, qui est l'histoire de comment on a découvert que l'intelligence était largement environnementale, pas exclusivement, mais qu'il y avait la composante environnementale était particulièrement grande. C'est que souvent, on mettait des enfants dans des endroits lorsqu'ils étaient abandonnés, ces enfants-là, lorsqu'ils étaient mis dans des orphelinats. Ils recevaient très peu de traitement, donc très peu d'interaction humaine avec d'autres personnes. Et on les traitait d'abrutis, d'attardés. Puis dans les tests de QI, ils avaient l'air d'être très bas. Mais il y a eu des expériences qui ont été faites par accident, où est-ce que certains enfants ont été mis dans des asiles psychiatriques avec des adultes, mais les adultes leur parlaient. Fait, c'était des gens, ils avaient des interactions avec d'autres êtres humains. Et là, tu voyais que souvent, en fait, non seulement tu voyais qu'ils étaient plus intelligents en moyenne, les orphelins qui étaient là, mais ceux qui faisaient la transition d'un orphelinat normal vers un asile psychiatrique rattrapaient la courbe sur laquelle ils devaient être. Donc, ils avaient un gros rattrapage. Et souvent, la capacité, et il y a une raison, c'est que la capacité de l'intelligence est liée à la dépression, à certaines maladies mentales. Un faible niveau de développement cognitif réduit certains problèmes de gestion des humeurs, du comportement personnel, parce que, ben, tu es un abruti. Mais ça, si tu t'imagines, c'est quoi l'histoire puis ça, c'est une chose qu'on ne souligne pas, mais on en avait parlé dans le dernier épisode avec Yann, quand tu prends les tests de QI à travers le temps, la moyenne est toujours centrée à 100, mais la réalité, c'est que le 100 d'aujourd'hui, c'est comme un 120 du début du 20e siècle. L'être humain est devenu, par les vertus du développement économique, entre autres, mais par la meilleure qualité de la nutrition puis une multitude d'affaires, on est devenu plus intelligent. Puis ça fait que, oui, d'accord, on subit certains types de problèmes, mais c'est des problèmes de développement qui nous viennent avec, mais aussi c'est parce que maintenant, on les comprend, on est capable de mettre des mots dessus, on est capable de les identifier. Mais tu sais, en soi, en gros, c'est souvent, ils vont chercher un mini-fait qui n'est pas faux en soi et ils vont donner une interprétation qui est trop large. Mais ça, là, c'est des arguments hyper trop sophistiqués pour eux parce que leur réponse, c'est quand même que le travailleur se fait abuser. Puis, il n'y a aucune évidence pour ça. Si tu regardes... C'est ça. Si on va aux données, là, j'ai sorti celle-là parce que je pense qu'elle était quand même intéressante. Donc, dans le fond, ce qu'on voit à l'écran pour ceux qui sont juste en audio, là, c'est on voit les heures travaillées annuellement en moyenne par travailleur. Puis là, on a, selon certains pays, entre 1870 et, bon, ça s'arrête en 2017, mais on comprend que les données ne doivent pas varier énormément depuis ce temps-là. Puis là, on peut se promener dedans. Là. Donc, on voit les heures moyennes travaillées, par exemple, en Allemagne, en France, en Belgique, en Suède, au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis. Et tu sais, quand même, là, on voit là, qu'on passe de entre 1300 et 1700 heures par année en 2017, là, selon le pays qu'on prend. Mais si on remonte dans le passé, là, on est dans le 3000, en Belgique, quasiment 3500 heures, en Suède, 3500 aussi, en Allemagne, 3200, la France, 3100. Il y a le Royaume-Uni, qui était, pour des raisons évidentes, un peu plus bas à l'époque. Mais globalement, si tu regardes le graphique, ce que tu vois... C'est une grosse baisse. C'est quand même une baisse assez substantielle, là.
Oui, puis ça, Il l'affaire, y a eu une genre de remontée là, dans le temps de la guerre. J'imagine que c'est relié à ça. Oui, mais il y a une grosse descente parce que si tu regardes le point, fait que là, pour ceux qui sont à l'audio, Frank il a comme touché sur le graphique un point qui est lié à 1938. C'est au milieu de la Grande Dépression, fait que tu as beaucoup moins d'heures travaillées, mais parce que les gens n'ont pas le choix de ne pas travailler, sont en situation de chômage. Ça réaugmente à cause de la prospérité de l'après-guerre, donc les gens se retrouvent avec l'emploi. Mais même à plein emploi, tu vois qu'il y a une baisse du temps travaillé. Ah ouais, ça descend quand même relativement pas mal tout le temps. Puis juste pour donner un ordre d'ampleur, parce que là, ce qui est mis, c'est le nombre d'heures par année. Là. Mais par semaine, tu arrives que tu commençais, disons, en 1870, à environ 50 heures semaine, peut-être même souvent plus, puis tu descends à peu près à 35 par la moyenne, aux alentours de 35 pour la moyenne de l'OCDE. Donc, il y a certains pays qui sont plus proches du 40, d'autres qui sont plus proches du 30, mais tu te retrouves à peu près entre 30 et 40 sur le nombre d'heures. L'affaire, c'est que, puis ça, c'est même dans le livre de, pas de Posca, mais de d'autres personnes, à moins que je ne me sois pas encore rendu, parce que c'est pénible de lire les travaux de quelqu'un de l'IRIS. Parce qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, lire du papier de toilette, c'est pas facile. Mais, papier de toilette usagé, soit dit en passant. C'est ça. Faut le préciser. Il faut le préciser. C'est que l'affirmation qui est souvent faite, c'est ils prennent en fait étrangement une quote de John Maynard Keynes. Et John Maynard Keynes, à cause de ce qu'il avait vu dans la période 1870 jusqu'à 1914, jusqu'avant la Première Guerre mondiale, il a vu les heures de travail baisser, il a vu les salaires des travailleurs augmenter. Et lui disait, il avait écrit un livre, je pense qu'il a écrit celui-là, c'est en 1928 ou quelque chose comme ça, j'oublie, mais c'est dans Economic Possibilities for Our Grandchildren, qui est étrange parce que lui, il n'avait pas d'enfant, si je me souviens bien. Il dit que c'est tout à fait possible qu'en 2030, on se retrouve à travailler seulement 15 heures semaine. Puis là, on n'est pas là. Apparemment, on est exactement, tu as vu exactement où je m'en allais. Tu es supposé travailler juste 15 heures par semaine, mais aujourd'hui, on ne travaille pas 15 heures par semaine. Le problème, c'est que Keynes, il avait raison. En fait, les gens de gauche essaient de réduire lui, mais il avait quand même raison parce que si tu regardes aujourd'hui en pourcentage de notre vie complète, il faut que tu tiennes compte du fait que quelqu'un en 1930, mettons, rentrait sur le marché du travail à 15, 16, 17, 18 ans. Aujourd'hui, comme on voit sur plusieurs campus, des gens qui vont à l'école jusqu'à 23, 24, 25 ans, ben, tu as une plus grande proportion de gens qui prennent 25 ans avant de commencer à travailler. Puis travailler à temps plein. Puis après ça, non seulement ça, mais après un certain âge, ils prennent une retraite. Pas une retraite dans laquelle ils sont physiquement incapacités, mais une retraite dans laquelle ils sont encore actifs à faire d'autres choses ou sont travaillent à plus petite intensité, mais la réalité, c'est qu'ils ont plus de temps à la fin de loisirs. Fait que ce qui se passe, c'est que sur chaque semaine travaillée, si je travaille conditionnel sur l'idée de travailler, oui, on travaille à peu près 30 heures, mais il y a des longues périodes de notre vie dans lesquelles on ne travaille pas. Puis quand tu tiens compte de ça, puis ça, c'est l'article que tu as montré, on travaille juste à peu près 15 heures semaine. Et sur l'ensemble de ta vie, là, en moyenne, tu vas travailler 15 heures par semaine. Il y a des semaines que tu vas travailler plus, parce que c'est ça la nature d'une moyenne. Je sais que c'est dur pour des gens de l'IRIS, mais une moyenne dit que ça va être centré autour de ça. Tu vas avoir une coupe de zéro, tu vas avoir beaucoup de 40, 50, 60 heures des fois dans certains trucs, mais sur l'ensemble d'une vie, tu vas avoir 15 heures de travail. Au total, en moyenne, tu vas avoir 15 heures de travail. Mais puis là, je ne sais pas si tu peux me donner le share screen parce que je veux montrer le graphe qui montre à quel point le zombie que je te parle, qui revient à chaque fois. Là. Je pense que tu peux l'essayer, puis il faut juste que je l'autorise. Non, parce que le graphe que je veux montrer, c'est celui du temps de travail, mais en pourcentage de ta vie éveillée. Donc, combien de temps tu vas, où est-ce que tu es, parce qu'on ne veut pas juste que tu sois, on ne veut pas juste décrire l'idée du nombre d'heures totales dans une vie, tu veux le nombre d'heures dans lequel tu peux faire autre chose. Tu pourrais avoir du loisir, tu pourrais aller voir ta famille, tu pourrais passer du temps à la maison. Puis là, ben, tu veux l'exprimer en pourcentage de toute la vie que tu as, que tu es éveillé. Mais là, le graphe qui est là,
c'est toutes les données historiques qu'on a. La ligne solide, c'est la ligne des États-Unis. La ligne pointillée, c'est la ligne pour la Grande-Bretagne. Bon, la ligne pointillée pour les États-Unis, pour ceux qui ne le voient pas, c'est c'est un pourcentage de tout le temps de vie. Pour la Grande-Bretagne, c'est seulement pour après 20 ans. Okay? Donc, c'est les gens qui se sont rendus jusqu'à l'espérance de vie de 20 ans. Combien de temps ils ont? Pour les États-Unis, en 1870, tu allais passer 61% de toute ta vie éveillé au travail. C'est énorme, là. Presque les 2 tiers de ta vie que tu n'es pas en train de dormir, tu les passes à travailler. Après ça, tu te retrouves, tu regardes après ça vers 1950, tu es rendu à 45%. Puis quand tu regardes vers 1973, tu es rendu à 35%. Puis quand tu regardes en 2007, dans la dernière estimée qu'on a, tu es rendu à 27%. Pour la Grande-Bretagne, là, c'est pour un pourcentage de vie pour après 20 ans. Donc, quel pourcentage de ta vie éveillé une fois que tu es. Parce que l'idée, c'est que lui, il tient compte de. Ben, on ne va pas tenir en compte la jeunesse. On va juste tenir ta compte de ta vie adulte dans laquelle tu as le choix de travailler ou non. C'est ça l'idée derrière ça. Ben, en 1930, c'était à peu près 38% de ta vie était passée au travail. Aujourd'hui, c'est 22%. Ça veut dire, je veux juste que les gens comprennent, tu vas passer 1/5, juste un petit peu plus que 1/5 de ta vie passée 20 ans, tu vas la passer au travail. Prends 5 heures de ta vie éveillée, là, il y en a juste une de ces heures-là que tu vas travailler. Tu vas avoir 4 heures de loisirs pour chaque heure que tu vas travailler. Est-ce que les gens cliquent que ça, là, l'idée que c'est des travailleurs abusés? Peut-être que, oui, on veut que le sort du travailleur s'améliore. Oui, j'aimerais ça que les travailleurs soient encore plus riches, encore plus confortables. Mais la réalité, c'est que c'est des peanuts. C'est des peanuts, les améliorations qu'on a. Elles sont substantielles. Quand tu les compares avec ce qu'on a réussi à faire dans le passé, bien, Colin, c'est des peanuts ce que eux autres, ils parlent. Puis oui, on les veut, ces améliorations-là. Oui, je veux que les travailleurs travaillent encore moins, puis qu'ils soient encore plus productifs, puis qu'on soit capable de se permettre encore plus de loisirs. Ben justement, tu parles de productivité, puis le lien est pas mal. Il y a un lien à faire entre les deux qui n'est pas parfait dans le sens que si tu prends le graphique que je vais mettre à l'écran, puis tu compares avec les chiffres qui sont donnés pour chaque pays, c'est pas nécessairement parce que tu as plus de productivité que les gens travaillent moins, mais globalement, les chiffres sont. Le lien est évident entre les deux. Ouais. Si tu regardes les chiffres qu'on a ici à l'écran, là, productivity, output per hour work. Quand tu regardes les endroits que c'est extrêmement productif et tu le compares avec les endroits qui ne sont pas très productifs, ben, comme par hasard, on travaille beaucoup plus d'heures dans une semaine dans les pays où c'est pas productif que dans les pays où c'est productif. C'est pas parce que les gens sont plus ou moins travaillants à une place ou l'autre, c'est que c'est comme ça. C'est que pour survivre dans un régime improductif, à un moment donné, il faut que tu travailles plus d'heures. Ça fait un peu penser à l'échelle de temps qu'on voit dans le passé, dans le sens que en 1870, le revenu que tu peux dégager de, on va dire, une semaine de 30 heures de travail n'est pas suffisant pour survivre. Non, zéro. Tu te permets des besoins de base, mais aujourd'hui, tu peux voir qu'on peut consommer tellement plus. Je t'ai envoyé un autre graphe du même Our World in Data là, pour montrer à quel point ce que tu dis, parce que eux autres, la réponse qui vient après, parce que eux autres, ils pensent qu'on ne connaît pas leurs arguments, mais c'est tellement le même argument répété. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes arguments. C'est ça le point, c'est que c'est le même zombie qui réapparaît à chaque année au 1er mai. Le travailleur est exploité, il faut repenser le système. C'est la même chose que tu as dit l'année passée, puis c'est. Tu n'as même pas incorporé la réponse. Ça, ils ont les mêmes tropes, puis une des tropes, ça va être que mais c'est grâce à l'État. Mais non, zéro, parce que l'autre graphe que je t'ai envoyé, c'est la meilleure manière. C'est pas la meilleure manière visuelle de le montrer, mais il n'y a pas d'autre manière que je suis capable d'imaginer que celle-là. Fait que ce qu'ils font ici, c'est que chacune des flèches, là, pour ceux qui ne voient pas ce que je fais, tu peux pogner n'importe quel des pays, puis chacune des lignes, c'est un pays. Puis sur l'axe des X, il y a le nombre d'heures travaillées, puis sur l'axe, il y a le PIB par personne. Puis sur l'axe des Y, tu as le nombre d'heures travaillées par semaine. Mais ce que tu vois, c'est que plus tu deviens riche, moins le nombre d'heures travaillées est élevé. Donc, tu baisses, tu
travailles de moins en moins au fur et à mesure que tu deviens plus riche. Puis l'idée, c'est que Chris, à un moment donné, l'effet de revenu de la prospérité est tellement important que tu dis, ben, tu sais, le prochain bien que je vais acheter ne vaut pas autant que le loisir que je peux avoir maintenant, que je vais devoir sacrifier en travaillant. Ben, les gens, c'est pour ça qu'on a une idée de ce qu'on appelle une courbe inversée du travail, c'est qu'il y a un point d'offre de travail qu'à un moment donné, les gens sont tellement riches que ben, s'ils deviennent plus riches, ils vont travailler peut-être même un petit peu moins parce qu'ils sont tellement riches. Ben, la raison pour laquelle j'ai pris un peu des gants blancs tantôt pour le dire, c'est que notamment quand tu regardes les chiffres des États-Unis, même s'ils sont beaucoup plus productifs que certains pays, ont tendance à travailler plus d'heures pareil. Ouais, mais ça, c'est la différence. Ce qui explique la différence entre les États-Unis et le reste du monde, c'est littéralement que le fait que les États-Unis taxent calissement moins. Fait que les gens décident qu'ils préfèrent travailler. Mais à travers le temps, les États-Unis ont la même pente que tout le monde. Oui, non, c'est ça. C'est ça, mais c'est juste qu'à un moment donné, juste pour dire qu'il n'y a pas un lien Ben, il y a un lien, mais il n'est pas unidimensionnel. Il y a d'autres facteurs. il y a d'autres facteurs, là, mais à un moment donné, c'est sûr que si passer un certain montant, tu taxes à 100% mon revenu, maintenant, je vais arrêter de travailler. Là, ouais. Mais en gros, ce qui explique, il y avait un sondage qui a été fait dans les années 90, puis c'était Robert Waples dans le Journal of Economic History, il avait fait un sondage des 100 historiens économiques, tant des historiens que des économistes qui travaillent sur des questions d'histoire économique, puis il y avait comme 40 questions qui leur étaient posées à ces 100 participants-là. Puis dans les 100 questions, dans les 40 questions, excuse-moi, il y avait la productivité, les gains la baisse du temps de travail dans les manufactures, dans les usines, s'explique largement par la croissance économique. 75% des historiens disaient oui, que c'était la croissance économique qui expliquait. 85% des économistes disaient oui. Et il y avait une autre question en dessous. Les syndicats expliquent le rôle sont un facteur contributoire dans la baisse des heures de travail non négligeable. Les historiens, un tiers disent oui. Les économistes, un quart disent non. Disent oui, excuse. Fait qu'au final, tu as à peu près les 2 tiers de la profession qui disent, entre les 2 tiers et le 3 quarts de la profession qui disent que les syndicats n'ont rien expliqué là-dedans. Fait qu'en gros, ce que tu as. D'ailleurs, certains de ceux qui c'est intéressant parce que des fois, tu as les questions, tu peux dire oui, puis tu peux dire non, mais tu peux dire aussi d'accord avec certains KVA. Ceux qui disaient, ben non, les syndicats ont joué un rôle. Il y avait des économistes qui disaient oui, parce que les syndicats, ils réduisaient l'emploi chez certaines personnes. Puis à cause que l'emploi était réduit chez certaines personnes, leur temps de travail tombait à zéro. Donc oui, ils réduisaient la semaine de temps de travail. Fait que là, ils disaient techniquement, oui, dans la moyenne, mais c'est pas. C'est différent de la question que tu poses. Fait que là, au final, si tu tiens compte de ça, c'est probablement du 4-5e aussi, cette question-là. Mais comment. Je vais poser une question qui est un peu. Je ne prétends pas non plus avoir la réponse à cette question-là. Mais est-ce que. Parce qu'on entend beaucoup de gens dire Ah, mais aujourd'hui, ça va super vite, on n'a pas de temps, les enfants, le travail, tout ça. Puis quand tu regardes les chiffres, tu te dis ben, en fait, les gens n'ont jamais eu autant de temps qu'aujourd'hui, parce qu'on travaille moins qu'avant, parce qu'on a plus de temps libre, il y a moins de temps passé à faire X, Y, Z. Là. Et moi, on dirait que quand je pense à ça, dans ma tête, j'entends tout le temps le fameux paradoxe de Tocqueville, qui disait, Alexis Tocqueville, qui disait, ben, plus tu te rapproches de la résolution d'un problème, plus ce qui reste à parcourir te paraît insupportable. On pourrait le présenter à la version Frank, moi j'appelle ça le paradoxe du bol de toilette. C'est plus tu approches de la bol, plus tu as envie. C'est vrai, ça expérimente. Non, mais pensez-y, là, que si vous êtes dans votre char, vous avez envie d'aller aux toilettes, plus tu approches de chez vous ou du dépanneur où tu avais l'intention d'arrêter, plus tu as envie. Ben, je ne sais pas si c'est un phénomène de ce type-là, c'est que, dans le fond, plus nos conditions s'améliorent, plus notre vie est confortable, plus on regarde ce qu'on aimerait avoir, puis si on est envieux de ça ou on voit ça pire que c'est. Parce que c'est vrai que si tu compares, moi, je regarde ce que par exemple, mon grand-père, il me disait que quand il était dans
20, trentaine. Il travaillait genre de 8 à 5 dans une usine de bois. Quand il rentrait le soir, il y avait un deuxième emploi. Il était livreur de je ne sais plus trop quoi. Ces journées, là, c'était des journées là, bien souvent de 12-13 heures, y compris le samedi. Il n'y avait que le dimanche de congé. Puis, tu sais, il n'avait pas l'impression que sa vie était un enfer. Là. Pour lui, mettons, il regardait les gens de notre époque dire on n'a jamais travaillé autant, ça n'a jamais été autant, on est épuisé, on est en dépression. Puis il ne comprenait pas vraiment, en fait, cette réalité-là. Et c'est sûr que là, après, certains vont dire ben, ça a beaucoup rapport aussi au fait qu'avant, il y avait juste une des deux personnes qui était au travail. Là. Ben, c'est ça, mais l'autre personne travaillait techniquement à la maison sur des tâches non rémunérées. Ben, c'est un travail pareil. Là. C'est un travail. Il y a vraiment, ça prend juste un Christy de gauchiste qui ne s'est jamais occupé d'une maison et des enfants pour dire que c'était pas du travail, ce que les femmes faisaient à la maison. C'était du travail. Du travail non rémunéré. Quand tu passes 2 jours par semaine à faire du lavage, 2 autres jours à faire des pâtés, puis à réparer des vêtements brisés des enfants, à leur faire l'école, à t'occuper d'eux autres, c'est du travail. Tu n'as pas de paye, tu n'es pas sur le payroll de personne, mais c'est du travail. Mais tu sais, en même temps, les gens, ils appellent ça le hedonic treadmill. C'est l'idée que, fur et à mesure qu'on s'enrichit, ben, on en veut plus. Mais c'est toujours la même distance. Tu n'avances pas sur un treadmill, tu as la même position. C'est juste que tu as parcouru techniquement plus. C'est comme si tu avais marché plus, mais tu n'as pas avancé techniquement. C'est comme ça qu'ils présentent ça. Mais la réalité, c'est que le hedonic treadmill ne tient pas vraiment la route. Parce que quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes plus satisfait de votre vie? Tu sais, parce que ça s'appelle l'échelle de Cantril. On pose une question de 0 à 10. Es-tu satisfait de ta vie? Ben, ce qu'on réalise, c'est une évaluation globale de ton existence, pas ton bonheur au quotidien. Ben, à travers le temps, tout le monde a l'air de s'améliorer. Okay? Puis davantage les gens plus pauvres que les gens plus riches. Mais aussi, on voit qu'il y a des gains à travers le temps. Donc, les gens disent qu'ils sont plus satisfaits à l'égard de leur existence. Quand on leur pose des questions pour essayer de renormaliser ou de changer des choses, ça ne tient plus. Avant, tu avais souvent ça, c'est le truc que les gauchistes ils aimaient ça parler de ça il y a 15 ans. Ils disaient, maintenant il y a 30 ans, ils disaient il y a un point de satiation où plus de revenus ne te rend pas plus heureux. Mais ce qui se passe, c'est quand. C'est pas la première fois que j'en parle, mais quand tu regardes, tu prends toutes les études, à tous les 20 ans, le montant de satiation maximale est toujours déplacé un petit peu. Dans le temps, on disait que c'était 60 000 à peu près ajusté en dollars d'aujourd'hui. Vers 1980, quand on refaisait les autres évaluations de ça, les années 80-85, mettons 10 ans après la première batch d'études, on était rendu peut-être à 80 000. Aujourd'hui, il y a un papier qui montre 250 000. Puis la raison, c'est parce que dans le groupe des très riches, ben, tu n'en as pas beaucoup de gens qui sont exceptionnellement riches. Donc, tu n'as pas beaucoup de données dans lesquelles tu fais la tendance dans le groupe le plus riche. Mais ce que tu vois, c'est qu'il n'y en a pas de satiation, il n'y en a pas de point de satiété avec le revenu puis le bonheur. Les gens sont systématiquement plus heureux, plus satisfaits de leur vie s'ils sont plus aisés. Pas juste parce qu'ils peuvent consommer plus, mais parce que la prospérité leur permet de trouver d'autres manières d'être heureux que de juste consommer. C'est-à-dire que je peux faire le choix de ne pas travailler, de prendre une retraite plus tôt, de prendre une vacance plus longue ou de prendre un emploi qui est plus flexible sur certaines dimensions. Donc, de sacrifier un petit peu sur certaines dimensions monétaires, mais qui ont des dimensions non monétaires qui comptent plus pour moi que ce que le paiement en cash me permettrait d'acheter en termes de biens. Mais au final, tu vois que c'est pour ça que les sociétés plus prospères ont des niveaux de satisfaction plus élevés. Elle a raison, c'est la même raison qui pousse les heures de travail à la baisse à travers le temps. C'est qu'on devient tellement riche qu'il y a un effet de revenu sur ce qu'on peut faire de notre temps. On veut moins travailler, on cherche des manières d'être plus satisfait, de générer plus de bien-être personnel, puis on le fait via une multitude de mécanismes que le développement économique ouvre. Chaque 1er mai, les hosties de niaiseries des gens comme Julia Posca et compagnie qui ressortent ne tiennent juste pas la route. C'est le même mythe qu'ils répètent, ils n'ont aucune information nouvelle qu'ils génèrent. C'est juste pour la même solution qu'ils veulent depuis 1848, ils vont juste reprendre
un nouveau problème pour cette solution-là. C'est tout le temps la même chose. Mais qu'est-ce que. Moi, je suis un peu ce genre de personnes-là disent, là, puis ils vont. Ils ont un truc là, qui est très à la mode là, de ce temps-là. Là, Le c'est revenu le. viable. Non, non, c'est une autre affaire. Je pense au. Quand tu disais, elle dit qu'il y a des nouvelles contraintes là, sur l'emploi qui font que c'est plus stressant qu'avant, il n'y avait pas. Ben, un des exemples, je pense, un peu en partie vrai, là, c'est ce qui les amène à revendiquer là, ce qu'ils appellent le droit à la déconnexion. C'est l'idée que, tu sais, avant, tu sortais de ta job, tu partais chez vous, puis je veux dire, à moins que ton employeur vienne cogner à la porte chez vous pour te parler, il n'y avait pas de contact avec toi. Après ça est arrivé, bon, certains moyens de communication. Un jour, on commençait, les plus vieux connaissent ça, là, les fameux Padgett. Tu avais ça accroché après ta ceinture, puis de temps en temps, tu avais quelqu'un qui disait rappelle-moi avec un code là-dessus. Puis aujourd'hui, ben, des gens qui se plaignent que, en gros, tu sais, même quand ils sont en dehors des heures de travail, leur boss leur parle sans arrêt, leurs écrits le samedi soir, le dimanche matin. Euh, c'est quoi, mettons, c'est quoi tu y répondrais, ça te sort un enfant de même? Ben, premièrement, c'est parce que, soulignons, premièrement, la première chose, c'est les mêmes données qu'on parle depuis tantôt. La semaine de travail, même quand tu travailles, elle continue de baisser. Fait que, ton droit à la déconnexion, peut-être que c'est un irritant pour certaines personnes, mais apparemment, il n'a pas l'air d'être assez problématique pour ralentir pour empêcher la tendance de se matérialiser. Puis ça ne tient même pas compte du fait que plus tard, sur l'ensemble d'une vie, tu travailles encore moins en pourcentage de toute ta vie complète éveillée. Donc, juste les données montrent que c'est un problème qui a l'air d'être créé pour justifier une solution encore une fois, qu'ils ont toujours voulu. Donc, je ne pense pas que ça tienne beaucoup, mais mettons que c'est le cas. Je vais y aller vraiment, puis on va dire, OK, fine, je vais m'enlever mes meilleurs arguments. Encore une fois, je vais y aller avec le quatrième trio. Le droit à la déconnexion, les travailleurs dans un marché du travail compétitif se retrouvent très capables de demander ça. Puis en fait, tu le vois, les travailleurs demandent. Tu le vois dans les dernières 30 ans, hein, les métiers sont plus flexibles, les horaires sont plus flexibles. Les gens demandent de la flexibilité, surtout, en fait, c'est le prix Nobel de 2023 en économie par Claudia Goldin qui montre que, en fait, la grande majorité des différences de salaire entre hommes et femmes s'expliquent par des caractéristiques rigides de l'emploi. Que si tu n'es pas capable, parce que tu as des contraintes familiales, tu as des contraintes biologiques, parce que je dis ça de même, les femmes portent des enfants. Je sais que c'est radical comme concept. Si, bon, on Mais va ça, peut-être se faire barrer de YouTube là, à cause de mais, ça. mais ça impose un coût largement aux femmes et c'est le capital humain des femmes et c'est le travail des femmes qui est affecté le plus. Mais quand Ouais, puis on a des. à l'inverse aussi, c'est pas dur à trouver ce que je vais dire là. Les statistiques montrent aussi, puis j'ai pas les chiffres précis en tête, là, mais les accidents de travail causant la mort, là, c'est presque 100% masculin. Effectivement. Fait que, D'ailleurs, tu tu as sais, je veux dire, une prime au risque pour les hommes, d'ailleurs, dans ces métiers-là. ben, c'est un peu ce genre de truc-là qui explique les écarts salariales. Tu sais, tu peux pas me dire que risquer sa vie, ça n'a pas un prix. Fait que Non, si t'as, effectivement. fait que Puis si en fait, t'as on le sait, c'est quoi? ben c'est ça, si t'as un des deux sexes qui embrasse majoritairement des métiers où tu peux crever au travail, puis que les accidents de travail entraînant des blessures graves, voire la mort, sont surreprésentés chez un des deux sexes, ben ça me paraît pas illogique et immoral qu'il y ait une différence de revenus reliée à ça. Là. Yep. Mais Si vous voulez la parité là-dessus, vous irez vous faire blesser puis mourir également dans ce type de métier-là. C'est ce que je vous dise. Je veux dire, rendu non, là, effectivement. pour vrai, ceux qui veulent lutter contre ça, je sais pas, vous voulez lutter contre Ben, quoi? Là? tu as comme été plus vite que moi. Si tu es dans un métier où il faut que tu sois toujours sur appel, ces métiers-là sont généralement ceux qui viennent avec des primes salariales. Donc, il y a des articles qui montrent que les employeurs, pour demander, parce que ce qui se passe, c'est que tu es en train de demander au travailleur de sacrifier de la flexibilité dans son horaire à lui. Tu es en train de lui demander d'être plus flexible pour toi comme employeur. Bien, il faut que tu les payes plus. Les travailleurs qui sont prêts à sacrifier du temps de loisir, d'avoir du temps de loisir qui est plus variable parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que l'employeur vienne, reçoivent des salaires plus élevés que ceux qui refusent de dire non, 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 quand c'est fini, quand c'est 5 heures, j'ai fini. Bien, le résultat, c'est que ça explique la grosse partie de ça.
Puis la raison que je mentionnais ça, c'est que Golden, quand elle a eu le prix Nobel, une des choses qu'elle souligne, c'est que la plupart des écarts salariaux qui restent s'expliquent par le fait que souvent, à cause des contraintes familiales, les femmes préfèrent des emplois qui ont de la flexibilité dans l'horaire, et ces flexibilités-là, de pouvoir partir plus tôt, d'avoir une banque de temps où est-ce que tu peux t'occuper de X ou Y. Le résultat, c'est que ça explique une grosse partie de l'écart salarial. Mais ce qu'elle souligne aussi, puis qui n'a pas été tant mentionné par le comité du Nobel, c'est que les emplois qui ont des caractéristiques flexibles à travers le temps augmentent de plus en plus. Et que même les hommes commencent à bénéficier de cette flexibilité-là. Donc, au final, ce qui reste généralement, c'est ceux qui n'ont pas la déconnexion, c'est ceux qui reçoivent une prime salariale pour l'inconvénient de devoir perdre leur flexibilité. C'est l'employeur qui la gagne, cette flexibilité-là, à ton égard. Ça, je n'ai pas besoin d'une sorte d'invention extrême. Mais en fait, il peut y avoir un effet pervers de ça. Parce que ce qui se passe, c'est que tu peux t'imaginer que ça crée deux marchés du travail. Il y a un marché du travail qui est pour les travailleurs qui ont une préférence pour pas de flexibilité. Puis ils préfèrent juste des salaires plus élevés que du loisir. Puis un autre où est-ce que les gens préfèrent un horaire beaucoup plus flexible, mais avec des salaires plus bas. Si tu dis on va passer une législation qui fait le droit à la déconnexion pour tous, que l'employeur n'a plus le droit de communiquer avec toi après 5 heures le soir, mais ce qui va se passer, c'est que tous les travailleurs qui sont sur le marché avec le droit à la déconnexion se retrouvent dans le marché de l'autre groupe. Fait que tu te retrouves avec des salaires plus bas pour tout le monde. C'est ça le résultat de cette chose-là. Oh oui, carrément. Juste pour donner... C'est un effet pervers, puis ça suce. Juste pour montrer, je n'ai pas les statistiques là, globales, là, mais c'est celle du Québec là, fournie par la CNESST. Là. Regardez ce que je vous disais. Là. Je pense que c'est assez clair. Ouais. Ça, c'est pas les accidents, c'est les accidents entraînant le décès. Là. Et en jaune, pour ceux qui sont visuels, c'est les décès de sexe féminin. Et en bleu, c'est les hommes. Donc, mettons qu'on veut être généreux, on va dire que au moins 90% des décès sont de sexe masculin. Il y a des années, c'est presque entièrement masculin. Et ça, c'est beaucoup relié. C'est pour ça que ça me fait toujours rire, les gens qui disent qu'il devrait avoir, mettons, plus de femmes dans les métiers de la construction. Est-ce que vous réalisez que ça implique aussi de changer les variables qu'on voit à l'écran? Ça implique qu'il va y avoir plus de femmes qui vont mourir dans des accidents de travail. Non, mais écoute, moi, je veux dire, peut-être qu'ils sont prêts à avaler cette balle-là. Peut-être qu'ils sont prêts, they're ready to bite that bullet. Mais je suis pas sûr, moi, qu'ils sont ready to bite that bullet. D'après moi, les gens, ils ont comme beaucoup de gens ont une vision un peu angélique, du genre, mais il faudrait qu'il y ait 50-50 partout, puis ça changera absolument rien. Ben, ça va changer des trucs quand même assez fondamentaux. C'est-à-dire que si tu es un homme, aujourd'hui, les inégalités entre les sexes te défavorisent au moins sur le plan de ta sécurité parce que selon l'emploi que tu peux avoir, tu as beaucoup plus de chances d'être blessé au travail ou même de mourir au travail. C'est plate, mais c'est ça. Check bien, je vais te donner mon papier préféré de tous les temps que j'aurais aimé pouvoir écrire. Puis je l'enseigne à mes étudiants, souvent en Labor Econ. C'est un mes cours de maîtrise puis de doctorat, je l'enseigne parce que, la méthode est incroyable, mais aussi, ça te permet de décomposer certains éléments. C'était dans le temps que Uber commence à apparaître sur les marchés. Quand tu prends une course Uber, tu ne sais pas c'est qui ton chauffeur. Il t'est assigné à toi. Okay? Donc, tu as ton chauffeur et tu n'as aucun choix. Donc, le client ne peut pas discriminer. Donc, il n'y a aucune place pour la discrimination. Tout ce qui va déterminer les écarts de salaire entre les chauffeurs, ça va être le type, ça va être est-ce que tu conduis à certaines heures, est-ce que tu conduis à certains, etc., etc. Mais dans un des tests qu'ils font, ils regardent l'écart entre les chauffeurs femmes et les chauffeurs hommes. Et ils trouvent qu'en moyenne, il y avait un écart d'à peu près 4%. Ce qui est assez impressionnant parce que tu dis, puis quand ils essayaient, ça, c'est après tenir du niveau d'éducation, parce que là, ils tenaient compte aussi du pourboire. Donc, en moyenne, les hommes gagnaient 4% de plus que les femmes. Oui, mais après ça, ce qu'ils ont fait.
Mais après ça, quand ils ont commencé à tenir compte de l'endroit dans lequel les femmes conduisaient, donc quel endroit de la ville elles conduisaient, l'écart disparaissait. OK. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Ben, les hommes allaient dans des endroits plus dangereux. exactement. C'était Ah, ben, j'étais exactement sûr. ça. C'était exactement ça le mécanisme. Les hommes avaient moins peur de Moins d'aversion au danger. moins d'aversion au risque. Et donc, ils recevaient une prime au risque de 4 relativement aux travailleurs qui ne voulaient pas encourir le risque de conduire dans certains endroits. Parce que le résultat, c'était que si tu conduis dans une certaine place, ben, tu vas avoir un plus gros tu vas te permettre un plus. Si tu es prêt à aller partout, tu vas avoir un plus gros volume de courses, tu vas avoir plus de pourboires, tu vas avoir X, Y, Z. Ouais. Et il doit avoir en moyenne une prime qui compense pour le fait que tu vas te ressortir à la sortie des bars, tu vas te retrouver avec un client qui va vomir dans ton Uber. Un homme a moins de problèmes peut-être avec un client sous qui est agressif qu'un chauffeur femme. Donc, une femme qui se retrouve à déposer quelqu'un dans un quartier de sous, dans le quartier des bars, décide de fermer l'application et s'en va un petit peu plus loin. Et justement, il montrait que c'était souvent le cas. Il fermait et réactivait l'application. Et en gros, ce que ça montre, c'est que 4 de l'écart de 4 qui existait dans ce contexte-là, auquel aucune discrimination de genre ne pouvait exister, était dû face à des préférences au risque. Ce qui est un peu la même chose que ce que tu as montré avec le fait que des emplois à haute mortalité vont avoir des primes. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que si tu regardes la médiane des estimés des écarts salariaux entre hommes et femmes qui tiennent compte de l'éducation, qui tiennent compte de l'expérience, qui tiennent compte du statut marital, ils sont quelque part entre 17 et 20 Ça veut dire à peu près un cinquième de l'écart est expliqué entièrement par des préférences au risque. Ce qui est Ouais, quand puis même pas négligeable. Puis plus l'écart brut devient petit, plus ce 4 %-là demeure, parce que lui, il reste stable, ben, plus c'est important en termes de ce qu'il est capable d'expliquer. ouais, puis tu as d'autres graphiques aussi qui montrent que le lien qu'on pouvait faire entre hommes et femmes se fait aussi en fonction des groupes d'âge. Donc, Oui. des travailleurs plus jeunes, ben, par inexpérience, certes, mais aussi par témérité. Quand tu es plus jeune, tu es plus téméraire, tu as moins d'aversion pour le danger. Quand tu t'approches de ta retraite, tu sais, je veux finir, je veux pas avoir de problème, je veux pouvoir. C'est pas le temps de se casser une jambe, j'arrive proche de la fin. Tu penses plus à ce genre de choses-là. Fait que moi, ça ne me surprend pas du tout de voir des statistiques qui montrent que ben, dans certains milieux de travail, plus tu es jeune, plus tu as tendance à avoir d'accidents de travail, puis à te blesser, puis même à mourir, que quand tu es plus vieux. Puis souvent aussi, ça s'explique par le fait que quand tu es plus vieux, tu as accès à des postes où tu es moins directement dans des trucs dangereux. Fait que le risque baisse. Mais tu sais, en fait, le filon un peu directeur de tout ce qu'on dit depuis le début, c'est que quand on suspecte qu'il y a une inégalité, une exploitation, une injustice, ben des fois, analyser les chiffres, puis puis s'en tenir aux faits, ben, ça permet de détricoter certains narratifs. Parce que c'est sûr, je comprends là, que ça fait l'affaire de tout le monde de présenter bon, certaines personnes, certains groupes sociaux, un sexe plutôt qu'un autre comme de pauvres victimes qui sont ostracisés puis maltraités par la société parce que la société serait raciste, blanc, patriarcale et je sais pas quoi. Mais quand tu analyses les données, je dis pas que de manière circonstancielle, il n'y a pas des phénomènes comme ça qui existent. Évidemment que ça existe, quelqu'un qui se fait discriminer à cause de sa couleur de peau. Mais globalement, là, quand tu regardes les statistiques, je pense que l'affaire sur Uber le montre bien. C'est des comportements qui montrent que derrière tout ça, il n'y a pas de logique d'oppression sexiste. Là. Il y a des comportements qui divergent un peu selon le genre, puis qui amènent à des résultats différents. Oui, Je vais puis le mettre. en plus, parce que puis ça, tu viens de me faire cliquer sur quelque chose parce qu'on peut le ramener encore à l'affaire du 1er mai. Je t'ai envoyé un graphe. Là. Une autre des choses, parce que là, il pourrait dire ben, les heures de travail. Une autre chose qui a baissé puis qui est clairement pour les bénéfices des travailleurs, ça, c'est pour 1980, puis je vais le décrire à l'audio pour les gens. Depuis 1980, c'est le taux d'accident
dans les différents travails, dans les différents métiers aux États-Unis au complet et leur évolution à travers la période 1981 à aujourd'hui. Puis tu vois que fondamentalement, ça implose. Tu avais à peu près 2 travailleurs par 100 000 en 1981 qui mouraient au travail. Aujourd'hui, c'est en bas de un demi-travailleur par 100 000 qui meurt au travail. Puis là, j'ai retrouvé l'article que je cherchais pour juste qu'on compare avec le début du 20e siècle, là, juste pour donner une idée. Puis là, ça vient d'un article de Price Fishback, puis je vais envoyer le lien à Frank pour qu'il le mette dans les notes. Le taux de mortalité au travail, là, puis je suis en train de scroller dedans. Si je me souviens bien, parce que j'ai lu cet article-là il y a fort longtemps, OK, lui, c'est par heure de travail, mais tu avais par million d'heures de travail, tu avais 26 travailleurs qui mouraient par 10 millions d'heures de travail. Puis en 1900, c'était en 1900. En 1930, c'était rendu 12. Donc, tu sais, tu avais déjà une tendance qui était là avant 1930, puis c'était particulièrement prononcé. Il y avait des baisses de la mortalité au travail. Puis ça, c'est un autre signe que la qualité de vie des travailleurs augmente, qu'il y a eu des bénéfices importants que les gens refusent toujours de mentionner, que les gens, que les réanimateurs de zombies intellectuels du 1er mai nous ramènent tout le temps, systématiquement, mais c'est très clair que les bénéfices sont... C'est là. Tout est absolument clair. Oh, la quantité d'accidents de travail graves qu'il y avait il n'y a pas si longtemps que ça, là, notamment au Québec, là, je pense que pas mal tout le monde qui... si vous avez dans votre famille des gens qui ont été plus vieux, qui sont dans le monde industriel, là, soit des usines, des papeteries, des scieries, ce genre de trucs-là, vous connaissez pratiquement tous quelqu'un qui avait un morceau de doigt coupé ou un peu estropié, une jambe, ce genre de trucs-là. C'était monnaie courante. C'était pas rare. Est-ce que vous voyez souvent des gens de 20 ans qui manquent un morceau de doigt? C'est rare. Mais promenez-vous dans la génération des gens qui ont aujourd'hui 80, 85, 90 ans. C'est vraiment pas rare de voir quelqu'un qui... Mon propre grand-père, de quel je parlais plus tôt, il s'était fait couper un morceau de doigt dans l'usine où il travaillait. C'était régulier. Là. Il y était plusieurs comme ça. Fait que, tu sais, tout ça aussi devait être compensé d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu fais un travail que ça se peut comme année, on te passe les doigts que tu te fasses couper une main. Là, ou un doigt. Là. Fait que, forcément, c'est des métiers qui étaient plus à risque, donc qui nécessitaient un. Parce que si tu veux, si tu acceptes de faire ce métier-là plutôt qu'un autre, puis l'autre, il n'y a pas de risque, il faut que tu payes plus cher. Tu n'as pas le choix. Là. Écoute, tu dis oui, absolument. Puis non seulement ça, mais parce que tu as dit ça, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé, mais dans mon livre sur la Révolution tranquille, j'avais un chapitre, j'avais une partie que j'avais traitée des taux d'accidents au travail. Puis tu voyais la même diminution qu'on vient de décrire, qu'on n'est plus capable de s'imaginer que tu passerais, voyons, une certaine proportion que tu assumais une certaine proportion de risque en allant au travail quand tu étais jeune, que tu commençais à travailler tôt. Non, c'était très élevé dans le passé, puis ça a baissé rapidement à travers le temps, bien avant et indépendamment de l'État. Puis la raison, c'est que ben, les gens n'aiment pas ça, encourir des risques. J'aime pas ça, avoir un risque d'aller au travail. Puis si Puis non, c'est ça. Mais si l'espérance de vie augmente, ça, c'est une des raisons pour laquelle l'État a un rôle très limité à jouer là-dedans. Si l'espérance de vie augmente, le risque au travail, augmente en termes de valeur. Le risque est plus coûteux parce que j'ai une plus longue vie sur laquelle je pourrais gagner des revenus plus importants. Donc là, je préfère de beaucoup le salaire. Je préfère beaucoup que tu réduises ma mortalité au travail qu'autre chose. Donc, je ne veux plus encourir la prime de risque que tu me dois. Mais ça, c'est parce que sur l'ensemble d'une vie, maintenant, je vais pouvoir vivre plus longtemps, je vais pouvoir accumuler. Puis tu vois justement que ça fait partie du calcul. Tout ça pour revenir au point que la fête du travail du 1er mai, ça devrait être une célébration des bienfaits de la concurrence, du capitalisme et du libéralisme, parce que c'est des marchés du travail libres d'intervention de l'État, libres
des réglementations que l'État impose pour créer du pouvoir de marché à certaines firmes, que les travailleurs ont bénéficié autant sur le très long terme en termes de leur bien-être. Oui, absolument. Mais, tu sais, mettons, avant qu'on passe au Patreon, on va y aller dans quelques instants. Moi, parce que j'entends toi, ils pensent qu'on ne connaît pas leurs arguments, mais je vais en faire un que je suis à peu près sûr qu'ils font. Quand, mettons, on parle des accidents de travail, je suis sûr, certain, qui vont dire un truc du genre, ouais, mais là, c'est avec l'apparition de toutes les normes de santé et sécurité au travail, ça a fait baisser les chiffres. Tu sais, dans le fond, c'est ce que vous dites, ça n'a pas de sens. La raison pour laquelle aujourd'hui, il y a moins de gens qui se coupent des doigts puis qui meurent au travail, c'est parce qu'on s'est doté de normes, on a sensibilisé les travailleurs. Aujourd'hui, il y a des inspecteurs de santé et sécurité, etc., etc. On ne se le cachera pas, là, c'est clair que c'est... Ils disent tout le temps ça, OK? Puis ça serait faux de dire que la réglementation a eu zéro effet. La question, c'est est-ce que ça en aurait pu avoir les effets positifs de la réglementation sans les coûts? Puis la réponse, ça, c'est clairement oui. Mais le gros de ce qui explique la baisse qu'on décrit, c'est largement la croissance économique, le développement. Le rôle de l'État dans ces choses-là est absolument minimal. Puis il y a un excellent livre d'histoire économique pour ceux que ça les intéresse. C'est par Price Fishback. Ça s'appelle Soft Cold, Hard Choices. Puis l'autre, c'est A Prelude to the Welfare State. Puis il étudie les systèmes de compensation des travailleurs et le type de travail dans l'industrie la moins sécuritaire au monde, le secteur minier. Et ce qu'il montre, c'est justement qu'à travers l'époque où est-ce qu'il y avait très peu de réglementation, surtout relativement à aujourd'hui, pas qu'il y en avait zéro, mais relativement aujourd'hui, la baisse était absolument colossale. Donc, tu ne peux pas vraiment attribuer un effet causal considérable à ça. Je ne dirais pas un effet zéro, parce que ça serait ridicule, mais la question, c'est aurais-tu pu avoir des manières moins coûteuses de faire des réductions additionnelles? Je pense que peut-être des fois, oui, même des fois, d'enlever certaines réglementations peut même aider. Ouais. Mais au final, ils savent pas ce qu'ils parlent. Ils ont toujours... Il faut se rappeler qu'il y a des gens pour qui ce qu'il faut, c'est un problème pour une solution qui a déjà été décrite et définie. Oui, c'est ça. C'est pas mal... C'est pas mal l'essentiel de ce qu'il y a à dire là-dessus. Écoutez, on va passer à la partie Patreon. Vous pouvez vous joindre à nous. Je pense que tu voulais parler d'un sujet quand même relativement tabou qu'on a effleuré l'autre fois dans une partie Patreon qui est l'héritage, on va dire, eugéniste d'une certaine gauche pour employer un vocabulaire connu dans la région de Montréal et Paris. Donc, c'est ça. On va parler parce que je pense que ça fait partie des trucs qui sont un peu inconnus de l'histoire des idées, puis je pense que ça va vous intéresser. Fait que joignez-vous à nous sur notre Patreon, très facile à trouver, et nous autres, on y va de ce pas.